On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans CJT de 19 h, dont voici les principaux titres. Un avion petit porteur Transat a connu un crash le matin de ce vendredi 5 avril 2024 à son atterrissage à l'aérodrome de Zalé, dans le territoire de Mahagi, au nord de la province de l'Ituri. Au moins 2 personnes ont été blessées. Selon le coordonnateur de la société civile territoriale, outre le pilote, 5 passagers étaient à bord de l'avion, dont 2 chefs coutumiers qui revenaient d'une mission à Bunia. L'avion est complètement endommagé. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souhaité que le gouvernement souminois en formation soit celui de cohésion des forces politiques du pays. Il a exprimé ce souhait au cours d'un tête-à-tête le jeudi 4 avril avec la nouvelle Première ministre Judith Suminwa. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, un avion de la compagnie Tracep en provenance de Bunia a été impliqué dans un grave accident aujourd'hui à l'aérodrome de Zalé, situé à environ 4 km, voulais-je dire, à l'est de la commune de Mahagi, dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Selon les témoignages de Michael Mumbere, membre de la société civile locale, l'appareil a raté son atterrissage, ce qui a entraîné des graves conséquences. Regardez. Des sources de l'aéroport ont confirmé que l'accident a fait 3 blessés, dont le chef de la chefferie de Warpalara. Le détail sur la gravité de blessés et de l'état de santé des victimes ne sont pas encore clairs, mais il est prévu de fournir un bilan plus précis ultérieurement. Les équipes de secours se sont rapidement rendues sur le lieu pour prodiguer le premier soin et évacuer le blessé vers le centre médical approprié. Malheureusement, l'appareil de la compagnie Cetrap a subi d'importants dégâts lors de l'accident, finissant sa course dans un champ proche de l'aéroport. Les autorités compétentes ont immédiatement commencé les enquêtes pour les causes de l'accident afin de déterminer les responsabilités éventuelles et prendre des mesures nécessaires pour qu'un tel événement ne puisse plus arriver à l'avenir. Cet accident aérien souligne une fois de plus l'importance de la sécurité aérienne et de la vigilance dans les opérations aériennes. Il est essentiel que les compagnies aériennes et les autorités de l'aviation accordent une attention constante à la maintenance des avions, à la formation de pilotes et aux procédures de sécurité pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage. Nos pensées vont aux blessés et à leurs familles dans l'espoir qu'ils se rétablissent rapidement et complètement de suite de cet accident tragique. Et comme annoncé dans le titre de ce journal, la nouvelle première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le jeudi 4 avril 2024 à Kinshasa le premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde. Ce dernier a souhaité que le gouvernement souminois en formation soit celui de la cohésion de toutes les forces politiques de la RDC. Suivez. La nouvelle première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a reçu le jeudi 4 avril 2024 son prédécesseur Jean-Michel Sama Lukonde. Ce dernier est venu présenter ses félicitations à la nouvelle chef du gouvernement, nommée quelques jours plus tôt par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette première rencontre a été l'occasion d'un échange d'expériences entre les deux personnalités. De ce fait, le désormais ex-premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souhaité partager son vécu à la primature afin d'aider sa successeur dans la préparation de ses nouvelles fonctions. Il a insisté sur l'importance du dialogue et de la concertation avec les différents acteurs politiques et économiques du pays. Le Premier ministre sortant s'est montré élogieux envers Judith Suminwa, qu'il a déjà côtoyé au sein de son équipe gouvernementale comme ministre d'État au plan. Il a souligné ses qualités des compétences, des disciplines et des professionnalismes acquises au fil de sa carrière, notamment dans des institutions internationales. La Première ministre avec laquelle j'ai eu à collaborer au sein de mon gouvernement comme ministre d'État et ministre de Plan, et a été quelqu'un avec qui d'abord nous avons eu une très bonne collaboration, tout le temps que nous avons eu à travailler ensemble. Mais je crois que ce que moi j'ai noté,
c'est d'abord un caractère de discipline dans le travail, mais surtout beaucoup de technicité de par son parcours et surtout beaucoup de professionnalisme. Je reste convaincu que du fait d'avoir été non seulement au contact avec des institutions internationales, mais aussi d'avoir été vraiment sur le terrain ici, particulièrement avec tous ces programmes que nous avions à la base, ça lui donne vraiment une bonne assise pour avoir palpé vraiment du doigt sur le terrain ce qui sont les difficultés et comment les appréhender, mais surtout de rester aussi un interlocuteur valable pour toutes ces institutions pour lesquelles nous sommes en programme et pour lesquelles nous sommes dans des grands échanges. Je reste vraiment convaincu que ces atouts vont lui permettre d'être encore plus à la hauteur de sa tâche. De son côté, la nouvelle chef du gouvernement a exprimé sa volonté de s'inspirer de l'expérience de son prédécesseur pour mener à bien sa mission. Elle entend former rapidement une équipe gouvernementale de cohésion nationale comme souhaite Jean-Michel Sama Lukonde afin de répondre aux attentes des Congolais. Et toujours en rapport avec la nomination de Madame Judith, plusieurs défis attendent de la nouvelle chef du gouvernement. La population congolaise, quant à elle en général et quinoise en particulier, croit au relèvement du Grand Congo grâce à son impulsion, mais exige le renouvellement de la classe politique au sein du prochain gouvernement. Un reportage de Ronta Luyela et Vite Mpanzo. Suivez. Nommée par ordonnance présidentielle le lundi 1er avril 2024, elle succède à Jean-Michel Sama Lukonde. C'est la première fois que la République démocratique du Congo, une femme à la tête du gouvernement depuis son accession à l'indépendance. La nouvelle première ministre a plusieurs défis à relever dans la perspective de répondre aux attentes de la population congolaise. Pour certains, la nouvelle première ministre issue de l'UDPS devrait s'attaquer le plus vite possible aux priorités du moment, entre autres l'eau, l'électricité, le bien-être des Congolais, mais aussi la situation sécuritaire. Les Quinois exigent que toutes les anciennes autorités morales ne figurent pas dans son gouvernement. Nous sommes contents de la nomination de la première ministre, mais nous exigeons que dans son prochain gouvernement, qu'elle nous évite tous les anciens politiciens qui reviennent dans chaque gouvernement. Nous nous demandons exactement si dans leur parti politique, il n'y a pas d'autres Congolais ayant des compétences, si ce n'est eux-mêmes ou leurs fils. Nous voulons cette fois-ci qu'ils présentent d'autres Congolais qui sont intelligents et que eux soient leurs conseillers afin de leur apporter leur expertise. D'autres par contre, hommes comme femmes, cela importe peu. L'essentiel est que le travail mène au développement du pays. Nous, populations, nous souffrons terriblement suite aux conditions difficiles auxquelles nous faisons face. Pour moi, une femme Premier ministre ou un homme, c'est pareil. L'essentiel, que le pays se développe et que les choses aillent pour le mieux. Les défis sont énormes, certes, mais jamais insurmontables. Dans le reste de l'actualité, remise des brevets ce vendredi 5 avril 2024 à Kinshasa, qui a sanctionné la fin de la formation des délégués syndicaux venus de l'ex-Grand Katanga, organisée par l'Organisation des Travailleurs Unis du Congo, OTUC en sigle, syndicat libéral. L'OTUC est la deuxième force syndicale à Kinshasa et troisième en RDC. Images et commentaires, regardez. Clôture ce vendredi 5 avril 2024 au siège de l'Organisation des Travailleurs Unis du Congo, OTUC, syndicat libéral, d'une formation en faveur de 23 délégués syndicaux venus du Grand Katanga. L'objectif est de les armer de connaissances dans le but de se défendre et défendre leurs pairs devant leurs employeurs.
Un module de la formation qui a porté sur la représentation des travailleurs, l'éthique et déontologie, faits syndicaux, contrat du travail, litiges individuels et collectifs, ainsi que la qualité d'un bon délégué. Jean-Benoît Tando, président de l'OTUC, clôturant cette session aux côtés de l'inspecteur du travail, a circonscrit le cadre de cette formation avant de remettre officiellement de brevets aux participants. On a voulu que nous ayons cette formation pour leur donner des matières qui doivent leur permettre de bien travailler avec nos partenaires employeurs dans les entreprises respectives. Un délégué qui n'est pas formé, c'est une bombe pour l'employeur. Alors, il faut former les délégués. Parce que lorsqu'ils sont en face de l'employeur, qu'ils savent comment se comporter. Parce que nous disons, les employés, d'ailleurs, les employés qui ont financé cette formation aussi, on a travaillé ensemble. Et il faut qu'ils aient en face d'eux des délégués capables, non seulement de défendre les intérêts des travailleurs, mais aussi également les intérêts de l'entreprise. Parce que nous sommes un syndicat libéral. Si l'entreprise prospère, les agents aussi vont prospérer. Il a également émis le vœu de voir un travailleur à la tête du ministère du Travail avant de saluer la nomination de la première ministre. L'OTUC, c'est parmi les grands syndicats de ces pays. Et nous sommes troisième sous l'échiquier national et nous sommes deuxième à Kinshasa. Donc pour nous, on a un intérêt d'avoir un premier ministre. Nous d'ailleurs, nous devons la soutenir. Nous devons soutenir le premier ministre pour que les choses se passent bien. J'aurais voulu demander à son Excellence, Madame le ministre, pour que s'il peut vraiment accepter ce qu'il donne au ministère du Travail, un travailleur. Nous voulons vraiment, cette fois-ci, que les travailleurs puissent occuper ces ministères-là pour que les choses se passent bien. Pour sa part, Martin Kabengele, délégué du Lualaba, se réjouit de cette formation. La formation a été vraiment édifiante. Lorsque je serai dans mon milieu professionnel, je serai obligé de réunir la délégation syndicale et relayer la formation que j'avais reçue ici pendant 6 jours. Notez que l'OTUC est la troisième force syndicale en République démocratique du Congo. Et de son côté, la Cour de compte a organisé le jeudi 4 avril 2024 à Kinshasa une journée de vulgarisation sur la loi organique portant composition et fonctionnement de cette juridiction de la République démocratique du Congo. Cette activité avait pour objectif de faire connaître aux mandataires publics les attributions de cette Cour et l'élaboration des rapports de gestion des entreprises et établissements publics. Suivez. Dans une des salles de l'hôtel Fleuve Congo bien remplie, les mandataires des différentes entreprises publiques ont répondu présents à l'invitation de la Cour des comptes. Président du conseil d'administration, directeurs généraux et la ministre du portefeuille, Adèle Kainda, ont été édifiés par les exposés des magistrats de la Cour des comptes. Parmi les questions évoquées, la rémunération des mandataires non actifs, qui est une entorse à en croire le procureur général près la Cour des comptes. Je ne comprends pas pourquoi un mandataire non actif peut avoir une rémunération mensuelle. Il est non actif, donc il ne reste pas au sein de... Je parle devant le directeur général de la SNEP. Le mandataire non actif ne pèse pas au sein de votre entreprise. Et pourquoi est-ce qu'il aurait une rémunération mensuelle? Aucune justification. Aucune. Le président du conseil d'administration, c'est un mandataire non actif. Moi, j'ai grandi à l'époque du parti État. À ce moment-là, ils avaient un jeton de présence. Le premier président de la Cour de compte promet une prise de position officielle de sa juridiction sur la question des rémunérations des mandataires publics dans un avenir proche. Vous savez, notre Cour existe depuis très longtemps, mais c'est une Cour qui n'était pas consultée. C'est une Cour qui n'était pas associée, n'est-ce pas, à plusieurs décisions qui sont prises dans notre pays. Comme la décision en rapport avec la rémunération des mandataires. Donc nous pensons, la Cour des comptes, que nous avons le droit d'émettre notre point de vue en rapport avec cette question. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, invitée à cette rencontre par la Cour de compte, s'est dite satisfaite de voir cette instance judiciaire reprendre vie. Nous sommes satisfaits parce que ça va faire longtemps que la Cour de compte n'avait pas existé.
Et cela fait déjà partie, nous sommes plus que satisfaites parce que ça fait partie de plaidoyer que nous avons longtemps mené pour l'opérationnalisation de la Cour de compte. Aujourd'hui, chose faite, chose qui était promise a été faite parce que les magistrats ont prêté serment, ils sont aujourd'hui actifs, ils sont en train de travailler et la séance d'aujourd'hui était très pédagogique parce qu'elle a permis aux mandataires ainsi que les autres membres de la société civile de comprendre le rôle exact, le rôle primordial de la Cour de compte. Les attributions de la Cour des comptes et l'élaboration des rapports de gestion des entreprises et établissements publics ont été les deux principaux objectifs de cette journée. Et la délégation générale Wallonie-Bruxelles vulgarise ses activités auprès de la presse congolaise. En 40 ans de présence sur le territoire congolais, cette délégation s'est rendue compte qu'elle n'est pas bien connue auprès de la population. Il n'y a que sa partie culturelle qui était beaucoup plus connue, alors que cette délégation mène également de nombreuses actions de coopération à travers le pays. Par le canal de la presse, cette représentation diplomatique espère que ces actions vont être mieux connues et mieux suivies des Congolais. Suivez. Le centre Wallonie-Bruxelles, une des branches de la délégation Wallonie-Bruxelles, s'apprête à recevoir 3 humoristes qui vont passer 10 jours à Kinshasa. Au menu de cette visite, la création d'un spectacle, mais aussi et surtout une masterclass en faveur des humoristes congolais. La délégation générale Wallonie-Bruxelles a saisi cette occasion pour mieux faire connaître ses actions auprès de la population à travers la presse. Charlie Mabilama est assistant au département culture et responsable de communication au centre Wallonie-Bruxelles. La presse sont des acteurs permanents des activités culturelles, des activités de coopération que les ambassades et principalement la délégation Wallonie-Bruxelles avec son centre ont l'habitude d'utiliser pour pouvoir justement faire rayonner les activités. La presse est très importante au Congo et souvent mise à contribution de manière pas très efficiente. Dans le cadre que souvent le rôle de la presse est souvent réducteur dans certaines considérations, dans certaines valorisations. Outre la culture, la délégation générale Wallonie-Bruxelles développe aussi de nombreuses actions de coopération. Ces actions ne se limitent pas que dans la capitale, elles touchent également d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Pour cet objectif, la délégation générale Wallonie-Bruxelles collabore avec l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, dont Richard Outende Mwapoulou est le porte-parole. Nous intervenons dans plusieurs provinces de la RDC, notamment au Congo central, où l'APF met en œuvre avec le ministère de la Pêche et de l'Élevage un programme pluriannuel dans le PPA 2022-2026, ça va se terminer en 2026, dans le cadre de la pisciculture. Dans l'ex-province de Katanga, dans le Haut-Katanga, le Doualaba, le Tanganyika, nous mettons en œuvre un programme de maraîchage qu'on appelle dans la langue locale de là-bas. L'arrivée à Kinshasa des humoristes belges est une aubaine pour les humoristes congolais. La délégation générale Wallonie-Bruxelles n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans cette collaboration avec les médias. Elle compte poursuivre ses différentes actions pour le bien-être des Congolais. Sport à présent dans ce journal, la Ligue nationale de football a annoncé dans un communiqué le 4 avril 2024 le play-down de la Linafoot Ligue 1 qui va débuter le 12 avril. Pour le format de cette phase qui va se jouer entre Kinshasa et Lubumbashi, elle aura 2 groupes, A et B et 6 clubs dont chacun seront les 3 premiers de chaque groupe et vont se maintenir en Ligue 1 et les 3 derniers vont descendre à la Ligue 2. Enoch Kalonji pour le reportage. Et oui, le coup d'envoi est donné, Vita Club. Cette phase concerne toutes les équipes n'ayant pas pris part aux playoffs démarrés il y a un mois, notamment le Daring Club Motema Pembe, grand absent de la phase de playoffs qui aura l'occasion de se maintenir en première division, ainsi que toutes les autres équipes qui joueront cette phase très décisive de maintien à Ligue 1. Les perdants auront la surprise désagréable d'être relégués la saison prochaine en Ligue 2. Au groupe A, il y a le FC Blessing, Sa Majesté Sangabalende, US Panda, AS Chinkunku et l'AS Simba. Au groupe B, il y a les Daring Club Motema Pembe, l'OC Renaissance du Congo, le FC Céleste, AC Kouya,
AC Rangers ainsi que l'Étoile du Kivu. Cette décision de jouer en manche unique et dans un site par groupe, Lubumbashi au stade de Kibasa Maliba pour le groupe A et le stade de Tata Raphaël pour le groupe B, proviennent des raisons financières et du manque d'infrastructures et de flux aériens. Le chef-d'œuvre de Migo Kivu pour insulter les candidats qui vont dire ma bébé ici au stade Tata Raphaël. L'ouverture du score des Immaculés. Et clôturons toujours avec le sport. La 15e édition de la Ligue nationale de football, l'INAFoot version féminine, va démarrer le jeudi 14 avril prochain dans les zones de développement de l'Est et du Centre et celle de l'Ouest. L'annonce a été faite le jeudi 4 avril 2024 par le comité de gestion de la l'INAFoot. Suivez. Après la phase classique du 31 clubs, les qualifiés joueront le play-off. La zone Est aura 10 équipes du Grand Kivu, du Maniema et de la Tchopa, tandis que la zone Ouest aura 10 autres clubs de Kinshasa, du Congo central, du Grand Équateur et du Bandundu. La dernière zone Centre-Sud aura 11 clubs qui proviendront du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Dans cette phase, les 10 ou 11 équipes de chaque zone sont réparties en 2 poules qui se croiseront en aller-retour. La zone Est et Ouest qualifient chacune 2 équipes et récupèrent la 3e meilleure équipe des 2 zones, soit un total de 5 équipes. Tandis que la zone Centre-Sud qualifie 3 équipes placées en ordre utile. De cette phase classique sortira 8 équipes qui disputeront la phase finale ou la phase de play-off qui va débuter le 19 mai 2024 avec 8 équipes qualifiées qui vont se retrouver à Kolwezi où elles seront réparties en 2 groupes de 4. Elles vont se croiser en aller et retour. À la fin, les 2 premiers de chaque groupe disputeront les trophées du championnat lors d'une rencontre de finale. Voilà, c'est cet élément qui marque la fin de ce JT de 19h. Mais si vous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres. Un avion petit porteur Transat a connu un crash le matin de ce vendredi 5 avril 2024 à son atterrissage à l'aérodrome de Zalé, dans le territoire de Mahagi au nord de la province de l'Ituri. Au moins 2 personnes ont été blessées. Selon le coordonnateur de la société civile territoriale, outre le pilote, 5 passagers étaient à bord de l'avion, dont 2 chefs coutumiers qui revenaient d'une mission à Bunia. L'avion est complètement endommagé. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souhaité que le gouvernement souminois en formation soit celui de cohésion des forces politiques du pays. Il a exprimé ce souhait au cours d'un tête-à-tête le jeudi 4 avril avec la nouvelle Première ministre Judith Suminwa. Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous. Sim, é vídeo.